Eh bien, rebonjour. Éric Gagné à l'accordéon accompagné de Lynn Saint-Onge au piano. J'ai dit durant les mini-entrevues là, que je jouais de la une rangée et de la trois rangées. Il y a tellement un beau répertoire sur la trois rangées. Je vais y aller avec une pièce qui traverse le temps. On disait tantôt là, que les pièces sont de génération en génération. C'est une pièce de M. René Alain, des années 50, qui ont traversé le temps là, avec Gilles Paré, Robert Boutette, toute cette gang-là, l'Acadienne. Madame Louise Sanche, bonjour. Bonjour. Re-bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. On a parlé précédemment, évidemment, de la harpe. Ben, on va continuer parce que c'est super intéressant. Louise, on a parlé de la moyenne harpe, si on peut dire, lors de précédentes entrevues. Maintenant, on va parler de la grosse harpe. Oui. Est-ce que c'est sensiblement le même bois que l'autre, l'autre modèle? Est-ce que c'est fait en boulot en avant? Oui, mais c'est sûr que le bois n'est pas nécessairement le même. C'est un bois des vieux pays, si on peut dire. Oui, c'est à peu près ça. Oui. Oui. Et là, Louise, parlez-nous de cet instrument-là, les différences un petit peu de l'autre. Okay. Là, je pense que là, qu'on tombe dans la grosse catégorie. Là. Oui, c'est ça. En fait, cette harpe-là, on la voit beaucoup à l'orchestre. Ouais. C'est elle qu'on voit. Et dans les salons, et par exemple, Marie-Antoinette, on voyait ça, jouer de la harpe. C'est un instrument qui semble très prestigieux. Oui. Mais quand on rêve de l'apprendre, ben, on finit par l'avoir. Oui. La différence majeure entre la harpe celtique et cette grande harpe-là, c'est les pédales qu'on a inventées. En fait, c'est un système de fourchette qu'on appelle, qui est actionné par les pédales. Qu'est-ce qu'ils font, les pédales? C'est qu'il y a des grandes tiges dans la colonne et tout ça ici qui font bouger un mécanisme. Ça ici, c'est ce qu'on appelle des fourchettes qui font changer la hauteur des cordes. Alors, il y a 7 pédales
Je vais vous le montrer ici, en arrière. Pourquoi 7? Parce qu'on a 7 notes de musique. Alors ici, à ma gauche, on a Si, Do, Ré. Puis ici, Mi, Fa, Sol, La. Et c'est pas tout. Chaque pédale a 3 crans. Là, ils sont à la position Bécard, pour ceux qui comprennent un peu la musique, mais en gros, ça voudrait dire comme les touches blanches d'un piano. Si on va aller chercher les tons plus haut ou plus bas, donc équivalent aux touches noires du piano, on doit soit lever la pédale ou baisser la pédale complètement. Donc, on a 3 crans pour chacune de nos 7 notes. Comparé à la petite harpe de tout à l'heure, d'une autre entrevue qu'on a un peu regardée ensemble, on change une clé à la fois, une note à la fois. Par exemple, un Do à la fois. On peut changer un Do au milieu, puis pas changer l'autre nécessairement. Tandis que les pédales, eux, automatiquement, changent tous les Do. Est-ce que ça a pour effet de donner plus de torsion dans les cordes? Oui, c'est ça. Donc, ce qui fait comme une corde de guitare, ça va changer le son. Oui, c'est ça. Ça va baisser ou ça va lever. En fait, c'est ça. D'une façon très précise. Oui, hein, ça va... c'est ça. Mais est-ce que ça peut se désaccorder? Est-ce qu'il y a un moyen d'accorder ça? Ben oui, évidemment. On dit tout le temps que finalement, les harpistes passent plus de temps à accorder qu'à jouer. C'est un instrument qui est quand même long. Ce n'est pas une légende urbaine, c'est vrai, ça, là. Ah oui? Oh non! Qu'est-ce qui influence la corde? Est-ce que ça peut être la température? Oui, exactement, exactement, c'est sûr. Ouais. L'idéal, ça serait d'avoir toujours la même température, mais le pire, c'est l'humidité. Disons, comme cet été, il y a eu beaucoup d'humidité. Oui. Ça fait casser les cordes comme ça, là. Ah oui? Pas par l'usure, parce que... Non. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est facile à trouver des cordes de harpe? Est-ce qu'il y a des magasins de musique? Ben, on est obligé de les commander aux États-Unis ou en Europe. Ah oui? Toujours par courrier, finalement. Ouais. Est-ce que c'est dispendieux, des cordes, ou c'est facile? Évidemment, vu que chaque corde a sa grosseur différente, ils ont chacun leur prix, mais les grosses cordes, par exemple, les tout petites cordes, tout ça ici, qui font les sons aigus, c'est des petites cordes en nylon. On a des cordes en boyau. Et on a les cordes en métal, qui durent des années, finalement. C'est sûr. C'est beaucoup plus solide d'avoir les cordes en métal. Donc, de temps en temps, des fois, on préfère les changer parce qu'ils sont oxydés, ils sonnent moins bien, tout ça. Mais c'est quand même très résistant, ça dure quand même assez longtemps. Si on revient aux accords, c'est-à-dire si on revient à une expression anglaise, au fine-tune, avec le petit instrument. Vous accordez ça un peu comme un piano, ou comme les cordes de piano, si on peut dire? Ben oui, en fait, c'est ça. C'est qu'on va chercher à l'arrière, ici, comme ça. C'est ici qu'on accorde comme ça, oui, avec une clé d'accord qu'on appelle, avec un diapason, puis il faut l'accorder pas mal à chaque fois. Donc, les changements d'accords, par exemple, si on est sur une scène, il y a beaucoup d'éclairage, là, ça monte la température. Ça influence. Ça influence, oui, c'est ça. Et vous êtes, évidemment, par l'expérience, vous savez, là, si à un moment donné, il y a une corde qui ne travaille pas bien ou des choses comme ça. Donc, vous devez tenir votre petit instrument proche. Oui. Est-ce qu'il arrive pendant un concert, des fois, que vous êtes obligé de faire des ajustements? Ah ben, oui, c'est arrivé. Puis c'est même arrivé qu'il y en a une qui a cassé aussi. Oui, ça, c'est... on essaie de prévoir, mais des fois, ça peut arriver, là. Les cordes en boyau, par exemple, on voit qu'à un moment donné, ils commencent à s'user, ils commencent, comme on dit, à friser, à frisoter un peu. Fait qu'on sait que là, ils sont sur le point
Fait que donc, on prévoit, mais tout est possible. Louise, je vois vos doigts. Oui. Est-ce que... Oui, on va parler des doigts. Bonne question pour les doigts. Oui. Alors, la harpe, on joue seulement avec nos 4 doigts de chaque main, donc jamais avec le 5e doigt. Le petit doigt, contrairement à d'autres instruments que le petit doigt doit faire quasiment tout le travail, lui, il est en congé. Oui. Vous n'utilisez pas le petit doigt. Non. Y a-t-il une raison particulière ou c'est simplement la technique? Probablement que c'est que la technique, ça a toujours été comme ça, mais en fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de tension sur une corde, puis ce qu'on doit faire, c'est d'articuler, envoyer nos doigts au fond de la main, donc je suppose que c'est la raison majeure pourquoi on n'a jamais utilisé le 5e doigt. Madame Louise Sanche, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bienvenue. Monsieur Gilles Royer, bonjour. Monsieur Vézina, bonjour vous-même. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Merci de l'invitation. Monsieur Gilles, on a parlé lors de précédentes entrevues que, on a parlé un peu de votre parcours, si on peut dire, en musique. Maintenant, on est rendu aux conseils qu'on peut donner aux jeunes, justement, qui veulent commencer à faire de la musique ou commencer à faire du drum. On va parler des cours de musique. Pour vous, c'est important, les cours, parce que vous avez vous auriez aimé peut-être avoir des cours de musique. Alors, parlez-nous un petit peu de l'importance de ça. C'est évidemment qu'à l'époque très reculée, de laquelle je parle aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment en campagne de possibilité de suivre des cours de musique. Puis on n'avait pas non plus la facilité d'aller en ville pour en suivre. Oui. Ça fait que là, aujourd'hui, on a toutes ces possibilités-là à peu près, en tout cas dans beaucoup de municipalités du comté de Portneuf. Alors, profitez-en. Profitez-en. Oui. C'est un investissement vraiment qui va vous durer toute la vie de musique et autres. Oui. Parce que pratiquer tout seul, c'est bien le fun, là, en bon québécois. Mais il y a toujours quelque chose à un moment donné qui manque. Il y a un petit mouvement que vous n'aurez pas pratiqué puis qui va vous bloquer en quelque part. J'en parle en connaissance de cause. Là. Oui. Parce que, pas que j'ai pratiqué outre mesure, mais quand même, on se rend compte à un moment donné, avec le temps, qu'il y a des choses qu'on n'est pas tout à fait capable de faire. Puis que je pense que c'est beaucoup plus intelligent et facile de les apprendre de quelqu'un qui le sait déjà avec expérience que d'essayer de bretter avec ça puis développer des mauvaises... les mauvais plis. Pas fréquentation, mais des mauvais plis. Les mauvais plis. Oui, voilà. Oui. Fait que c'est très important d'avoir un bon départ, puis il y a peut-être des fois que ça a l'air onéreux de s'engager là-dedans, mais c'est rentable. Vraiment rentable à long terme. Vous allez vous amuser beaucoup plus. Les cours font que peut-être ça va vous enlever des misères, si on peut dire, des choses que vous avez de la difficulté. Donc là, si vous n'avez plus de difficulté, le plaisir, là, c'est le plaisir que ça procure, là. Ben oui. Satisfaction aussi, là. Oui. Exactement. Et évidemment, comme vous dites, dans toutes les municipalités, on peut avoir justement cette chance-là aujourd'hui. De faire ces cours-là. Le drum, en particulier, ça prend quoi comme local? Évidemment, ça fait du bruit. Donc, vous avez dit déjà un bon garage?
Ça peut être un endroit pour ça? Ça peut être un endroit pour ça en été. Ouais. Mais si vous avez la chance d'avoir un garage isolé, bien, c'est encore mieux. Ouais. Le sous-sol, c'est quelque chose aussi. Là. Si vous avez un bon sous-sol, puis insonoriser une pièce, c'est pas quelque chose qui va vous ruiner. Ouais. Puis ça, c'était... Parce que si c'est pas isolé, mettons que vous dites « je vais pratiquer dans ma chambre », vous allez avoir un entourage qui va peut-être vous aimer un peu moins. Parce qu'il faut dire que c'est un petit peu bruyant. Mais quand même, il y a moyen de s'organiser pour pouvoir pratiquer. Puis si vous suivez des cours, ça vous fait déjà une bonne pratique. Si vous jouez 1 heure par semaine avec un professeur, c'est déjà pas mal. Oui. Puis après ça aussi, il existe maintenant, depuis un bon nombre d'années quand même, des pads comme caoutchoutés que vous pouvez installer sur vos tomes, sur le snare ou la caisse claire. Je pense même sur les cymbales. Fait que vous pouvez pratiquer sans... Ou aussi, il y a des batteries électroniques qui sont... Il y en a, les basse gamme, là. C'est quand même pas très cher, puis c'est quand même très bon, très bon. Parce que moi, j'en ai eu une pour certaines pratiques, et puis vous pouvez mettre votre CD de musique dans un lecteur, puis tout ajuster ça. Avec les écouteurs, vous entendez votre musique, la musique que vous voulez pratiquer et ce que vous faites par-dessus. Ça, c'est beaucoup... Vous en arrivez à un point intéressant que vous avez déjà discuté il y a quelque temps. Vous avez déjà discuté sur le sujet, c'est-à-dire... IE. IE, oui, voilà, IE. C'est que quand vous pratiquez, d'abord, ça fonctionne comment? Comment vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez avec de la musique ou pas de musique? Comment ça fonctionne une pratique sur un drum? Bien, évidemment, c'est certain que ça pratique mieux avec de la musique. Oui. Mais si vous avez, bien, comme on faisait au début, tu as un système de son, puis tu as ta batterie, puis là, tu mets le son, puis tu te mets à piocher. Évidemment, à un moment donné, il va falloir que le son de la musique soit très, très fort pour que vous vous entendiez. Puis vous entendiez jamais aussi bien qu'avec des écouteurs. Ouais. Fait que de là, la batterie électronique, qui est un instrument vraiment idéal pour pratiquer. Donc, vos pratiques, quand vous pratiquez pour un spectacle ou quelque chose comme ça, est-ce que pour vous, la pratique, c'est à la Maison de la Culture, c'est au Parc des Berges, ou si vous pratiquez à la maison pour faire certains spectacles, est-ce que vous pratiquez à la maison habituellement? Non, plus maintenant. Ah non? Non. Bien, nous autres, ici, chez M. Yvon Papillon, connu comme à la base dans les papillons, on avait ce local-là pour pratiquer quand on faisait des spectacles, quand j'étais avec eux autres. Hein. Fait qu'on avait la place idéale pour pratiquer ensemble. Puis si il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas ou que j'avais besoin plus de pratiquer, j'avais l'accès au local pour... Moi, je laissais ma batterie monter, qui n'est pas celle-là, mais quand même, je pouvais laisser ma batterie ici monter, ce qui évitait de démonte à toutes les fois. Oui. Et puis après ça, j'avais chez moi le petit fameux drum électronique Roland, qui était une petite machine parfaite, qui valait quand même pas si cher que ça, qui permettait de travailler certaines parties de pièces, des fois, qui étaient un petit peu plus difficiles. Oui. Hein? Fait qu'en ayant ta musique qui rentre dans tes écouteurs, puis tu entends en même temps ce que tu fais sur ta batterie, puis autour, tu entends poc, poc, juste un petit peu, tu fais pas... Tu déranges pas tout le monde dans la maison, là. Oui. Ben, en tout cas. Ben, Monsieur Gilles Royer de Donnacana, vous êtes un drummer. On vous remercie beaucoup pour l'émission Amusons-nous jeunesse. Puis on va se dire à la prochaine. Bien, merci beaucoup de l'invitation. Ça m'a fait un énorme plaisir. Si ça peut faire que quelqu'un devienne un drummer, bien, ça va être encore plus gratifiant.
Ça va être mission accomplie. Bien, merci beaucoup à vous autres de l'invitation et à la prochaine. Bienvenue. Monsieur Claude Mimot, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes de Saint-Basile de Portneuf. Oui. Vous êtes un joueur de tambour à Maillotche, Oui. un joueur qu'on peut dire traditionnel. Mhm. Claude, vous avez développé une technique avec le temps. Depuis le cégep, vous avez appris de certains amis, vous avez développé ça. Mais lorsqu'on vous observe, on vous a déjà observé supposons à Portneuf, au Festival des tambours. Ouais. Vous avez une technique particulière pour faire varier un peu, si on peut dire, les fréquences, moduler le son sur le tambour. Oui. Est-ce que c'est une technique qui vient de vous, que vous avez appris vous-même, ou comment est-ce que c'est venu, cette technique? Je l'ai appris par moi-même à force de jouer, à force de pratiquer, à force d'aller dans des jams. À un moment donné, je me suis mis à essayer d'autres façons de jouer, tu sais. Oui. Puis la façon d'aller faire des variations comme ça, c'est beaucoup en jouant avec la main à l'arrière du bar hand. OK? Parce qu'en pesant, il y a une bonne pression que je donne. OK? Je fais varier l'intensité du jeu. OK? Et ça me permet aussi, à ce moment-là, de faire des roulements. OK? Je vais essayer de vous le montrer. Là. Ben oui. Je monte beaucoup d'amplitude, puis je descends vers les basses. Je retombe plus dans les basses. Pour accélérer, ben là, je fais des roulements, j'accélère mon poignet. À ce moment-là, ça vous permet de rajouter de la couleur? De la couleur, d'amplitude, la couleur, oui, c'est ça. Les ingrédients. Les ingrédients. Mettre des épices. Ça met un petit peu d'épices, comme on dit, dans le jeu. Oui. Et C'est ça, très... ça doit être apprécié, là, des joueurs qui sont... Oh sont oui, avec- les gens aiment ça. Là, jusqu'à nouvel ordre, je Ouais. me suis pas fait crier chou. Le public aime ça. Le public aime ça, puis c'est ça. Fait que oui, le roulement, c'est important aussi. Je sais que Mario le fait très bien aussi. Il est capable de le faire, de l'accentuer aussi. Oui. C'est ça, il faut que ton poignet, il faut que tu le travailles plus rapide à ce moment-là. Donc, Ce qui est plus dur, quand tu as deux airs à jouer, de filer, là, ça vient dur pour l'épaule puis le poignet. Il faut vraiment que tu t'entraînes. Ça. C'est un entraînement, là, quasiment. donc là. ça veut dire qu'il faut vous concentrer sur les deux mains à ce moment. Les deux mains font des gestes complètement différents. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Puis très important derrière, tu sais, Ben oui. pour faire des variations. Là. C'est sûr qu'il doit y avoir une espèce de limite de pression. Là, parce Exactement. que- À un moment donné, j'atteins le pic, je peux pas aller plus haut que ça. Là, tu sais. Oui, c'est ça. Là, t'es haut. Ouais. Ça, t'es bas. Là, t'accélères. Et voilà. Donc, c'est un drum portatif, ça. C'est un petit drum portatif, ouais, ça aide c'est ça. Ce qui est le fun, c'est les petites variations, pas tout le temps, mais t'en passes de temps en temps. Ça donne de la couleur. Exactement. C'est bien plaisant. Et là, vous, est-ce qu'on vous demande assez souvent d'aller accompagner, là, ou si vous faites juste des jams, est-ce que vous avez déjà fait partie de certaines orchestres? Oh, pas vraiment, là. Non. Je pense, la Tuque Bleue, au cégep, j'ai fait quelques spectacles de temps en temps. La Tuque Bleue, je pense, une couple de fois, mais pas grand-chose. Je suis vraiment quelqu'un qui court après jam, puis on a une communauté d'amis, trad, qui est assez forte, que ce soit au niveau même Portneuf, la Nausée, tout ça, on se rencontre dans un festival à Mémoire et Racine.
Ouais. Mais à ce moment-là, tu as des 30-40 musiciens qui ça passe de tout bord, de tout côté. Tout le monde a un instrument de trad sur le dos. Et c'est la mecque du folklore traditionnel. Et à ce moment-là, vu que tous nos amis qu'on connaît depuis vingtaine d'années, ben on se réunit, ensemble en camping, puis là, ça jamme. Fait que c'est ça. Mais moi, je cours beaucoup les jams. À Québec, il y en a. Fait que c'est là que j'ai la chance d'aller m'amuser, puis pratiquer ma musique. Donc, Claude, si on parle de l'avenir de la musique, c'est que vous voyez qu'il y a beaucoup de choses positives là-dedans. Là. C'est-à-dire que c'est vraiment, la musique amène beaucoup d'amitié. Oui, l'amitié. De gens, de gens, de nouvelles connaissances. Puis ce que je trouve formidable depuis quelque temps, c'est qu'on voit au Québec, c'est l'émergence du trad chez les jeunes. Oui. On a vécu, nous autres, à Québec, l'évolution de ce qu'était des jams. On était à quoi, une dizaine, des fois 10, 12, tu sais, quand ça a commencé. À cette heure, tu as une tablée de sites à vide là-bas, là. C'est des 25-30 musiciens, là. À Québec, maintenant, là. Puis c'est pas des grands-pères, tu sais, comme moi, là. C'est des jeunes. Ça joue du violon, ça joue tous les instruments, du banjo, il y a une effervescence dans la musique trad là, qui est remarquable présentement. C'est intéressant. Quand vous dites à Québec, est-ce que c'est dans des maisons privées? Est-ce que c'est dans des bars? Est-ce que c'est dans des salles? C'est le Salon d'Edgar à Québec. Okay. C'est là que présentement, les mardis soirs, c'est là qu'il se passe les spectacles, les jams de musique trad, c'est là que ça se fait. C'est un bar, c'est quoi? C'est un salon-bar, oui. Tu peux t'asseoir, tu peux manger un peu. Puis nous autres, on a des tables réservées à nous autres pour jouer. Et à partir de 8 heures, les gens commencent à arriver. Puis une demi-heure après, c'est décollé. C'est parti. Un genre de pub, si on peut dire. Oui, ça ressemble c'est le principe d'un pub. Chacun part à une toune, les autres embarquent. À un moment donné, c'est une toune que tout le monde connaît, donc ça devient, c'est magnifique, là. Si on revient ici dans Port-Neuf, M. Mimo, on a aussi Donnacona le mercredi soir, ça se peut-tu? C'est tout nouveau depuis quoi, 2 ans, 3 ans, OK? Il y a des bouts, c'est arrêté l'été, mais régulièrement, il y a des petits jams qui se font avec des gens qui sont dans le milieu du trad, là, Gabriel, Ouellette et ses amis. En tout cas, il y en a un paquet, Manu, etc. C'est tous des joueurs qui étaient du comté de Port-Neuf. Ils vont pas à Québec, mais ils vont là. Fait qu'on les voit arriver, waouh, c'est le fun. Éric Favreau, c'est un joueur de violon extraordinaire, tu sais. Fait que Mario est là. Des gens de Québec qui descendent. Il y en a un peu de Québec, Maxence, puis d'autres, ils descendent, ils viennent faire des petits tours. Donc, c'est tous des jeunes? Ouais, c'est ça qui est magnifique, là. C'est pas juste des papas, des grands-pères, là. C'est des jeunes qui prennent la relève, puis une quantité de joueurs assez exceptionnelle, puis vu qu'ils sont jeunes, ils évoluent à une vitesse grand V. C'est spectaculaire. Ils apprennent vite. Ils apprennent vite. Ouais. Tu vois un gars qui est là avec un banjo, il a de la misère à suivre ses accords, ces affaires-là. 6 mois après, il part les tonnes. Oh, palais. Si vous avez un conseil à donner à un jeune qui voudrait commencer à faire de la musique, ça serait lequel? Est-ce que ça serait d'en écouter d'abord? Est-ce que ça serait Quels seraient vos conseils? Ben moi, mes conseils, c'est que s'il veut commencer à jouer de la musique trad, ben c'est justement se greffer à ces groupes où il y a des jams, aller s'asseoir en arrière, pas jouer fort, commencer, puis commencer à enregistrer les tons qu'ils jouent, tu sais. Puis là, les gens, souvent, ils ont une petite machine, ils enregistrent l'air, ils la pratiquent, puis là, ils reviennent à « je l'ai appris ». Fait que là, ça en fait un de plus dans la gang qui joue, tu sais. Ou utiliser le cellulaire, peut-être? Le cellulaire, c'est ça, l'iPod, c'est fini, ça, c'est pas un jour. Monsieur Claude Mimo de Saint-Basile, merci beaucoup. Je pourrais faire un petit... Je ne viens pas de Saint-Basile. Ah! Je ne suis pas natif d'ici. OK. Mais on vous connaît. Ma conjointe est de Saint-Raymond. Mais moi, je viens de la Gaspésie. Je viens de Mont-Louis, près de Mont-Saint-Pierre. D'accord. C'est là que je suis né. Bon, ben c'est bien. Nuance. Mais je suis très heureux d'être à Saint-Basile. Bon, c'est bien. C'est parce qu'on vous connaît à Saint-Basile, alors c'est pour Exactement. ça que... Oui. Ben, on se dit à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. Merci. Bonjour. Je vous présente Claude Mimo. Moi, c'est Mario Saint-Germain. On va vous jouer le Reel du diable de la version de M. Aimé Gagnon en La.
Monsieur Robert Desharnais, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue à l'émission Amusons-nous jeunesse. Ben, ça me fait plaisir. Monsieur Robert, on parle de saxophone. Lors de précédentes entrevues, on a parlé un peu de vos débuts et de l'école à Pont-Rouge, l'école aussi qu'il y avait de la musique de fanfare, tout ça. Maintenant, on est rendu avec les amis. Là. Vous faisiez des soirées intéressantes avec les genres de premiers petits orchestres. Là. Vous faisiez danser vos amis, tout ça. Racontez-nous un peu comment est-ce que ça allait à cette époque-là. Puis, qu'est-ce que vous avez fait, du passage du trombone au saxophone? La trompette. Ah oui? C'était de la trompette. C'était du trombone, la trompette et le saxophone. Ouais, c'est ça, exact. Ben, c'est que dans la fanfare, il y avait plein de cuivres, il y avait plein d'instruments de cuivre, sauf qu'il n'y avait pas de saxophone. Ça fait que... Puis moi, le saxophone, j'avais toujours admiré ça. Je disais, Colin, me semble j'aurais la stature pour jouer de ça, moi, le saxophone. Tu sais, ça avait l'air d'un instrument dans lequel on était fiers, là, puis... Je m'excuse, Robert, mais oui? Le saxophone, votre premier contact avec cet instrument-là, comment l'avez-vous découvert? Comment avez-vous découvert que ça existait, un saxophone? Ben, moi, par des films, puis par des images, puis par des disques que j'ai entendus. Ça vous a impressionné? Ça m'a impressionné, mais j'avais jamais pris ça dans mes mains. D'accord. Mais là, j'ai dit au frère, moi, j'aimerais ça jouer du saxophone. Mais il dit, on n'en a pas. On n'en a pas, nous autres, dans fanfare, on n'a pas de saxophone. Mais j'ai dit, y aurait-tu moyen que je n'achète un? Il dit, c'est abordable? Il dit, nous autres, on est des bons prix parce qu'on achète beaucoup d'instruments et tout. Il dit, je peux t'en faire venir un. Mais il dit, je peux pas te montrer à le jouer. Pardon? Il dit, je peux te montrer la gamme. Par mes livres, là, mais il dit, il va falloir que tu te débrouilles pour l'apprendre parce qu'il dit, moi, je peux pas te le montrer. Il dit, il y a beaucoup de clés là-dedans, puis il dit, Alors, de quelle façon? Lui, vous a fait venir un saxophone? Il m'a fait venir un saxophone. C'est pas celui-là? Non, c'est pas celui-là. D'accord. Il vous a fait venir un saxophone. Et là, quelle a été votre réaction? C'est-à-dire, comment vous avez commencé à apprendre de vous-même? Après ça, de moi-même, j'ai pioché, là. Quand on appelle piocher, là. Ouais. Ben, quand j'ai pris ça dans mes mains, là, tu sais, je veux dire, une trompette, là, t'as 3 pistons. Fait que dans ça, je veux dire, à un moment donné, là, tu frappes le ton. Mais ça, là, quand tu pèses sur un bouton, là, je veux dire, c'est pas une note qui sort, là. Je veux dire, c'est un ensemble de clés qui fait que ça te donne un son. Alors, je prends ça, puis là, je me débrouille, puis j'essaye de trouver des airs avec ça. Donc, reproduire le son que vous aviez dans votre tête, là, le son, vous voulez dire, là, vous saviez quand c'était pas le bon son. Oui. Parce que vous aviez la pièce dans votre mémoire. Là. Donc là, il fallait trouver à quel endroit, puis vous souvenir à quel endroit que c'est. Quand j'avais un semblant de mélodie, là, je regardais mes doigts où je les avais placés, puis je disais, là, il va falloir que je retienne ça. Puis là, je faisais ça ainsi de suite. Là, j'ai appris mes mélodies comme ça. Puis à l'époque, je jouais dans un petit groupe. Mon cousin avait un groupe à Québec. Puis il dit, viens faire un tour, joue avec nous autres. Je jouais de la trompette à l'époque. Ça fait que j'avais des airs de trompette. Mais aussitôt que j'avais un air qui était un peu écoutable là-dedans, là, je l'embarquais à travers de mon répertoire de trompette. Ça fait que là, ça me motivait. Puis je disais, là, le prochain coup, quand je vais le lâcher, là, ça va avoir de l'allure. Puis tout. Fait que j'ai commencé comme ça. Mais travailler comme ça, là, après un instrument, là, je veux dire, il y a d'autres instruments qui sont plus faciles que ça à apprendre, j'imagine. Mais vous aviez quand même, puis vous l'avez encore, une passion pour cet instrument-là, oui. Pour le son, pour la vibration que ça donne, pour la joie que ça vous donne, là, ouais. Donc vous reveniez toujours au saxophone. Oui. C'est vraiment votre instrument. Ah oui, c'était mon instrument, c'est ça. Dans le temps, est-ce qu'il y avait des pièces spécifiques pour ça, là, qui vous accrochaient, là, qui disaient, ça là, cette pièce-là, moi, l'accrocher? Y avait-tu un style particulier? J'aimais à peu près tout ce qui touchait des airs de saxophone. Tu sais, dans ce temps-là, il y avait Fausto Papetti, Boots Randolph, puis c'est des airs que j'allais rechercher un peu, tu sais. Mais c'est un instrument dans lequel tu peux jouer une mélodie connue avec ton style à toi. Ouais.
Fait que, tu sais, tu prends une pièce, puis tu l'arranges à ton goût. Fait que si tu veux la mettre jazzée, tu la mets jazzée. Puis si tu veux l'envoyer en valse, tu l'envoies en valse. Tu peux prendre un... De quelle façon vous étiez capable d'obtenir vos pièces? C'était des 78 tours, des 33 tours, à la radio? Ouais, on avait des cassettes. Hein? On avait des cassettes. Fait qu'on s'enregistrait ça sur des petites mini-cassettes. Fait que là, tu prenais l'air, puis tu dis, on va faire un petit bout avec ça. Puis là, j'avais l'air, fait que là, je me disais, OK, je suis rendu là, puis je vais recommencer, puis je vais prendre ça. Mais l'air, vous la preniez où? Est-ce que vous la preniez à la radio? Est-ce que vous la preniez sur des 45 tours, puis vous enregistrez sur des cassettes? Je prenais ça sur des 45 tours. Je prenais ça sur des 45 tours, oui, c'est ça. 45 tours. Puis, parce que les 45 tours, là, étaient très populaires à l'époque. Ah oui. Fait que là-dessus, vous preniez une pièce là-dessus, puis là, après ça, vous l'enregistriez. Puis... C'est ça. Puis là, tu essaies de jouer avec. Oui. Tu essaies de jouer avec. Puis il y a des tonalités que ça va mieux. Il y a des tonalités que ça va mieux. Fait que là, tu travailles un peu plus. Puis là, après ça, quand t'es plus agile, tu en prends une qui est plus difficile un peu. Puis les doigts te crochissent, mais tu l'as. Puis tu dis, c'est une victoire à chaque fois, là. Est-ce qu'il y a une tonalité particulière au saxophone, un peu comme un accordéon ont leur tonalité? Est-ce qu'un saxophone a sa tonalité? Oui, c'est un si bémol. Le saxophone ténor, c'est un si bémol. D'accord. C'est un si bémol. Puis il y a un alto qui est plus petit, là, ça c'est un mi bémol. À partir de là, vous êtes capable d'accompagner quelqu'un qui peut être dans une tonalité particulière? Oui, bien, quand c'est sur une tonalité de si bémol, bien là, je veux dire, c'est plus facile, c'est plus naturel, tu sais. Oui, un peu comme un piano en do, là, avec les notes blanches. Ça. Un peu comme ça. Okay. Oui, ça ressemble à ça. C'est intéressant. Puis là, à ce moment-là, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes avec vos amis, vous avez commencé les premiers orchestres, est-ce que vous avez commencé à faire les premiers spectacles? Vos parents, qu'est-ce qu'ils disaient de ça? Est-ce qu'ils étaient contents? Moi, mon père, ça l'intéressait pas tant, mais il est pas, je pense, moi, à ma connaissance, il est jamais venu m'entendre jouer, là, parce que ça l'intéressait plus ou moins, ou il se faisait dire par les autres que ça allait bien, puis c'était bien correct. Mais... Parce qu'on est à l'époque, évidemment, sans vous vieillir, on est à l'époque yéyé, l'époque là, des boîtes à gogo, puis ces choses comme ça, là, les cabarets, les hôtels, les motels, ça brassait pas mal dans le temps, là. Vous en avez fait plusieurs, des motels, puis des... J'ai fait des hôtels. Ben là, tu deviens agile. Quand tu deviens agile avec ton instrument, tu trouves des chums qui sont dans tes goûts. Puis là, tu te mets à jouer un peu pour la demande. Puis là, tu commences à faire les hôtels. Puis en passant, pour les gens de Saint-Raymond, là, s'ils se souviennent de l'époque du Salon Rouge, là, on a fait les belles époques, on a fait les belles années du Salon Rouge. Dans le temps, je jouais avec Robert Potvin, Gilles Paradis. On va en reparler de ça. Ouais, c'est... Parfait. Ben merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Tes grands yeux noirs, je me suis perdue. J'attends un regard, le cœur suspendu. Je t'aime tellement fort, toi qui me fais peur. Est-ce mauvais sort ou la mauvaise heure? Et autour de nous chantent les cigares. Tout le monde s'en fout, s'enivre en champagne. Dans tes grands yeux noirs, je sombre mon amour à mon désespoir. À leur chant est sourd. Je perds la raison à chercher tes bras brûlants de passion. Viens, embrasse-moi de tes grands yeux noirs. Étrange lumière à neiger le soir de tous ces mystères.
sont les yeux noirs que j'ai fait cette chanson au Tchétchénie. Bonjour, mon nom est Mario Saint-Germain, je vous présente Claude Mimo. On va vous jouer une pièce de notre ami Éric Favreau qui s'appelle Le Petit Sarni.
Bonjour, Éric Gagné à l'accordéon, accompagné de Lynn Saint-Onge au piano. Comme vous avez pu voir, je vais avoir joué une pièce sur chaque accordéon, qui sont tous des fabrications M. Robert Boutette, des très bons instruments, très bons équipements et très bon ami. Celle-là, elle a un petit cachet un petit peu particulier. Je vous ai parlé un peu durant les entrevues là, de la première personne, l'ami à ma mère qui jouait de l'accordéon. M. Lorenzo Doucet, son nom est écrit ici, dans le fond, qui est devenu le mari de ma mère aussi. Alors, à son décès, j'ai fait fabriquer cet accordéon-là, qui est une Laressol. On va y aller avec une pièce de quelqu'un de chez vous, du répertoire de M. Tidré Pagé, le Ril Saint-François. Bonjour, mon nom est Mario Saint-Germain. Je vous présente mon ami Claude Mimot. On va vous jouer un air composé par Claude Mété, qui a appelé, je pense, Hôtel Tadoussac.